15 octobre 1987, 15 octobre 2019, 32 ans que Thomas Sankara a été assassiné. Et comme à l'accoutumée, les hommages se sont multipliés depuis quelques jours. Hier, un panel sur les acquis de la Révolution a été organisé. Ce mardi, une gerbe de fleurs a été déposée dans l'enceinte du Conseil de l'Entente où le père de la Révolution burkinabé fut assassiné. Le MPP fait son analyse du climat social et sécuritaire qui prévaut en ce moment. Le parti au pouvoir demande au gouvernement de prendre des mesures face au mouvement des grèves qui secoue le secteur de la santé depuis plusieurs mois, vous l'entendrez. Et puis, procès de l'affaire Charbon-Fin. Après août dernier, le procès renvoyé au 17 décembre prochain. Les raisons de ce nouveau renvoi dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Je vous prie de bien écouter ces noms. Abdoulaye Gouem, Amadou Sawadogo, Patrice Sibiri Zagré, Emmanuel Bationo, Soré Patenema, Frédéric Kiemde, Der Somda, Paulin Bamouni, Bonaventure Compaoré, Christophe Saba, Waliloy Sawadogo, Noufou, Waliloy Ouedraogo, Noufou Sawadogo. Aux plus jeunes, cela ne dit peut-être pas grande chose, mais les plus anciens, eux, se souviennent sans doute. Ces 12 personnes ont été tuées le 15 octobre 1987, assassinées en même temps que Thomas Sankara dans l'enceinte du Conseil de l'Entente. 32 ans après, les commémorations continuent année après année à chaque 15 octobre. Ce mardi, proches, amis, admirateurs, mais aussi autorités administratives et politiques se sont rendus sur le lieu du crime où une gerbe de fleurs a été déposée en mémoire des disparus. Archimède Boy. C'est ici, dans ce bâtiment, qu'ils sont tous tombés. C'est là que les compagnons et admirateurs sont venus rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Une gerbe de fleurs pour dire que 32 ans après sa disparition, l'homme reste toujours gravé dans les esprits. Lorsque vous voyez aujourd'hui, on est habillé en façon d'enfant, qui l'aurait cru. N'eût été le président Thomas Sankara, peut-être même 50 ans après, on n'allait pas penser à cela parce qu'il y avait ce dicton qui disait qu'il fallait consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. Aujourd'hui, vous avez vu les problèmes que nous rencontrons, les problèmes sécuritaires. À l'époque, le président Sankara avait organisé les villages dans tous les hameaux de culture de sorte qu'il y ait des structures qui puissent défendre la révolution. Et aujourd'hui, il est question de défendre la République. Donc nous pouvons juste faire un peu du copier-coller, faire des petits aménagements et vous allez voir que nos difficultés seront résolues. Pour les défenseurs du dossier judiciaire relatif à cet assassinat, depuis l'insurrection populaire, le bout du tunnel n'est plus loin. Je veux pour preuve repartir à la transition où le président Michel Kafando a dit que d'autorité, il fallait ouvrir pour des raisons d'État le dossier du président Thomas Sankara. Aujourd'hui, effectivement, hier, nous avons animé une conférence de presse pour dire et reconnaître avec l'ensemble des avocats que le dossier évolue normalement, mais dans la sérénité et que nous fondons l'espoir que d'ici là, ce dossier va se clôturer. Puis s'en est suivi une visite improvisée des lieux qui ont servi de quartier général aux leaders de la Révolution. Les membres du comité du mémorial Thomas Sankara saisissent l'occasion pour exposer ce qu'ils veulent faire de cet espace. Ce projet de mémorial dirigeait plusieurs infrastructures, notamment une tour géante de 87 mètres pour symboliser la fin de la Révolution de 87. Et elle sera justement ici, en laissant le bâtiment Burkina comme un musée. Et quelques slogans du camarade président Thomas Sankara sont repris pour clôturer cette cérémonie de commémoration du 15 octobre 1987. Gloire, gloire, honneur, dignité, victoire. Thomas Sankara, appelé affectueusement par ses admirateurs le père de la révolution burkinabé, une ère qui aura duré 4 ans, de 1983 à 1987, période au cours de laquelle plusieurs chantiers et initiatives populaires ont été enclenchés. Quel impact ont-ils eu sur l'évolution du Burkina? 4 amis et compagnons de Thomas Sankara ont répondu à la question au cours d'un panel sur les acquis de la révolution. C'était hier. Abdoulaye Traoré.
S'il n'y avait pas eu de délestage, cette conférence animée par ces inconditionnels de Thomas Sankara pourrait durer des heures et des heures, tant ses anciens compagnons du capitaine étaient passionnés en évoquant les acquis de la Révolution. Ils ont eu foi en la Révolution et si c'était à refaire, ils la feraient parce que sous le Conseil national de la Révolution, c'était le peuple d'abord. Il y a tellement de chantiers qui ont été engagés sous la Révolution, mais l'important, la leçon qu'il faut retenir de la Révolution démocratique et populaire, c'est de partir du peuple pour réaliser ses aspirations et non parachuter des fantaisies et des rêves qui ne sont pas les siens. Vaccination de masse, taux de scolarisation triplé, rupture des accords de coopération qui ne profitent pas assez au Burkina Faso, refus de paiement des dettes de la France, valorisation des produits made in Burkina, construction d'infrastructures, de logements sociaux, exemplarité au sommet de l'État, bref, tout ce dont un pays a besoin pour connaître la prospérité. Un journaliste du monde diplomatique, dans son livre, je crois que ça doit être Pierre Englebert, a dit que jamais un chef d'État n'a aussi dérangé les chancelleries occidentales, notamment Matignon et l'Élysée, et d'ajouter que s'il avait terminé l'année 1987, la réduction du train de vie de l'État. Le gouvernement du Sénat était conscient. Des mesures ont donc été prises, plus de véhicules de luxe au profit des personnalités, plus de véhicules affectés au transport des enfants et des épouses de personnalités, des postes dits de complaisance supprimés. L'État a ainsi engrangé des milliards de francs CFA pour ensuite les investir dans des secteurs prioritaires. 32 ans après, les conférenciers du jour ont comme l'impression que le pays a fait un bond en arrière de plusieurs décennies. Les valeurs tant prônées par les révolutionnaires sont en déperdition. Aujourd'hui, regardez le bordel dans nos rues. Tu viens, tu vois la saleté, tu détournes ton regard, tu fais ton pipi ou bien, excusez-moi le terme, tu fais caca et puis tu continues. Ceux qui font les saletés à côté de leur kiosque, il faut que nous contribuables, nous payons pour qu'on vienne nettoyer leur saleté. Alors que du temps des CDR, ton environnement, tu dois le rendre propre. Face aux hommes de médias en cette veille de la commémoration du 32e anniversaire de l'assassinat du président Sankara, ces anciens acteurs de la révolution ont reconnu que la période qu'ils vantent tant n'a pas fait que des heureux. Il y a eu des frustrés, des victimes ont-ils témoigné avant de présenter leurs excuses à ces personnes qui ont fait les frais de la révolution. Voilà, plus de 3 décennies après sa disparition, ses amis sont toujours étreints par l'émotion quand il s'agit d'évoquer Thomas Sankara. Et je vous propose d'écouter à présent l'un d'entre eux, l'un de ses proches, Jean-Hubert Bazier, qui, à l'occasion de ce panel, s'est élevé contre ce qu'il appelle l'instrumentalisation à des fins mercantiles du nom et de l'œuvre de Sankara. On l'écoute. À leur niveau, j'ai pensé que le comité international Mémorial Thomas Sankara était mieux placé pour appeler tous les partis sankaristes pour commémorer ce 32e anniversaire et apporter chacun sa contribution. Et je constate que c'est d'autres personnes qui sont avec ce comité. Nous, on est ignorés. C'est pas heureux. Donc, je suis d'accord pour le mémorial et je ne suis pas d'accord pour ce que j'appellerais des formes d'exclusion ou de prostitution. Le comité mémorial Thomas Sankara, je le place plus haut. Nous sommes là depuis plus de 32 ans. Il y en a qui sont venus, qui sont allés au mangeoire. Il y en a qui sont venus, qui ont dit que nous, on n'est pas des sankaristes. Mais aujourd'hui, ils disent, on a eu poste de ministre, on a eu poste de DG, on a eu quoi. Si je voulais un poste de ministre, j'aurais eu plus. Demain,
il y en a qui ont envisagé de faire un concert. Un concert. Vous connaissez leur programme. Comment voulez-vous faire un concert pour un deuil? Il y en a qui continuent de penser que Thomas Sankara, c'est une plantation de bananes et il faut l'exploiter. Passons maintenant à ce déjeuner de presse donné par l'UMPP ce 15 octobre. Face aux journalistes, ce matin, le parti au pouvoir est revenu sur ce qui fait l'actualité ces derniers mois. La situation sécuritaire préoccupante, naturellement, était au menu de ces échanges, mais aussi la grève qui perdure dans le secteur de la santé. Et sur ce sujet, le NPP demande au gouvernement de prendre des mesures. Rémi Lambert-Nibier. Ce qui trouble la tranquillité du gouvernement inquiète forcément le parti au pouvoir. Terrorisme et fraude sociale, voici ce qui préoccupe l'exécutif. Et au sein du MPP, on suit la situation de près. Pour l'état-major du parti, les différentes grèves et mouvements d'humeur n'ont que trop duré, notamment celui en cours dans le secteur de la santé. Le gouvernement doit s'assumer, pense-t-il. La grève a suffisamment duré. Les mouvements d'humeur ont suffisamment duré. Le peuple en a marre. Le peuple paye un lourd tribut. Il faut arrêter. Et nous demandons effectivement à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités dans cette affaire. Les points qui ont connu un début d'exécution et qui sont en train d'être exécutés par rapport aux revendications des syndicats pour que le gouvernement poursuive. Mais les points qui ne peuvent pas être exécutés, à l'impossible, nul n'est tenu. Grève et mouvements d'humeur entraînent des marches bien souvent interdites ces temps-ci. Pour le président par intérim du MPP, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et ça fait mal. Quand on regarde notre situation, voilà des gens qui doivent se tenir la main pour affronter le danger principal qui est donc le terrorisme et qui, au lieu de faire cela, se permettent de poser des actions qui fragilisent notre capacité à émerger, à contrer conséquemment le terrorisme. C'est pourquoi Simon Comporé et le MPP invitent à des concertations élargies sur la question du terrorisme. Il est bon que nous puissions nous rencontrer, la classe politique, les OSC, tous ceux qui sont chargés d'animer la vie politique nationale, d'ouvrir le bal, le débat sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? La synergie d'action est en train de s'organiser du côté du Centre-Nord. Mais pour une partie de l'opinion publique, le danger est de voir se créer des milices dans les régions en proie au terrorisme. Ceux qui parlent de milices, ce sont tous ceux-là qui sont dans les bureaux féfétisés, qui savent écrire, qui savent parler, mais qui ne peuvent pas vous fixer sur une carte la position de Tongo Mayel, de Baraboulé. Quand vous êtes dans un coin où il n'y a ni militaire, ni gendarme, ni policier, vous allez vous complaire à des jérémiades tous les jours en disant face à des agressions. L'instinct de conservation veut que vous vous organisiez. Et c'est ce qui s'est passé. Au stade où nous en sommes, on ne doit pas faire la fine bouche à ce niveau-là. Le MPP a également émis son vœu de voir le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara s'ouvrir le plus tôt possible afin que justice lui soit rendue.
Et pendant ce temps, la direction de l'UPC, elle, poursuit sa tournée dans les différentes provinces du Burkina. Objectif, remobiliser la base et mettre les militants en ordre de bataille pour les échéances électorales de 2020. La semaine dernière, c'était l'étape de la province de Yoba. Luc Pabelgem. Le Yoba est la 22e province que l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, visite dans le cadre de sa tournée nationale. À Dano comme ailleurs, le même message, les structures de base doivent rester mobilisées et prêtes pour le combat car l'UPC est ce parti n'ayant aucun contentieux, donc le seul des grands partis de la scène politique à pouvoir établir une trêve sociale s'il accède au pouvoir. D'autres atouts du parti du Lion, il est solidement implanté et dispose d'hommes et de femmes compétents pour la gestion du pouvoir. Nous travaillons ensemble et il est souvent important et très nécessaire que les responsables du parti au niveau national daignent venir échanger avec les responsables provinciaux sur la vie du parti et sur les stratégies à utiliser pour une victoire prochaine. Le Burkina Faso serait au bord du gouffre sous le pouvoir MPP Martel, le principal parti de l'opposition. Cette gestion chaotique interpelle l'UPC qui se considère parti du vrai changement. La sécurité préoccupe tout le monde. C'est devenu un vrai problème pour le Burkina Faso parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où c'est l'existence même de notre pays qui est en jeu. Mais ça interpelle surtout ceux à qui les Burkinabés ont confié le pouvoir d'État. C'est eux qui ont les manettes de décision. C'est eux qui ont les instruments de décision. C'est une interpellation aussi pour eux, surtout et avant tout le monde, de faire en sorte qu'on sorte rapidement vraiment de cette situation-là et que des mesures appropriées soient prises pour permettre de garantir la sécurité des personnes et des biens, comme eux-mêmes se sont engagés en demandant le suffrage des Burkinabés en 2015. C'est clair, l'UPC est en pleine stratégie pour les échéances de 2020. Pour ce faire, elle a entrepris de sillonner toutes les 45 provinces du Burkina Faso pour des consignes pouvant lui garantir une victoire éclatante dans un an. L'affaire avait fait grand bruit. Il y a quelques mois, un convoi d'exportation frauduleuse d'or avait été intercepté par les douanes burkinabais. Le ministre des Mines et la société Sakanayam Gold avaient été cités. Le procès prévu pour le mois d'août avait été renvoyé à ce 15 octobre. Eh bien, il a été une fois de plus renvoyé, cette fois-ci au 17 décembre prochain. Pour quelles raisons Hassan Konditande était au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Sitôt ouvert, sitôt renvoyé, le procès de l'affaire Charbon-Fin n'aura tenu qu'une trentaine de minutes. Des avocats se sont précédemment déportés dans le cadre de ce dossier et de nouveaux avocats se sont constitués pour la défense de certains prévenus, comme l'entreprise Bolloré et les 2 agents des douanes cités dans l'affaire. C'est à la demande de ces nouveaux avocats que le procès a été renvoyé au 17 décembre 2019. Alors nous, IAM Gold et Sakan, nous n'avons pas demandé de renvoi. Notre dossier est en état. Et nous sommes prêts, nous étions prêts pour ce matin pour que le dossier soit retenu et jugé. Mais il se trouve qu'il y a d'autres prévenus. Ils ont pris de nouveaux avocats qui sont venus se constituer dans le dossier et qui légitimement ont besoin d'un temps nécessaire pour préparer la défense de leurs clients. Ce nouveau report après celui d'août dernier s'y à toutes les parties en présence dans cette affaire. Pour la partie civile, il y a nécessité de dépassionner le débat car le temps n'aura aucun effet sur les faits. Il ne faut pas se précipiter. C'est des faits qui sont très graves. C'est un préjudice énorme pour notre pays. Et pour moi, il faut prendre le temps. De toute façon, le temps ne changera rien aux faits. Le dossier est déposé, les faits seront en l'état le 17 décembre. Les faits seront en l'état en 2020, ils seront en l'état en 2030. Donc nous ne sommes pas du tout inquiétés par rapport à ça. Nous ne croyons pas qu'il s'agit d'une stratégie. Il s'agit des gens, par exemple, qui veulent se défendre. Dans 2 mois, les protagonistes seront à nouveau au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour la suite du procès. En attendant, chacun affûte ses armes avec pour objectif la victoire au soir du verdict. Et toute autre chose, hier s'est ouvert le 3e symposium international sur la science et la technologie. Plusieurs communications seront données sur des thèmes en rapport avec les migrations internationales et la mise en œuvre des ressources naturelles pour un développement durable assuré. Madina Sino. À ce 3e symposium international sur la science et la technologie, 2 thématiques d'actualité feront l'objet d'échanges.
Le premier thème porte sur la gestion, valorisation des ressources naturelles et développement durable, et le second est consacré aux migrations internationales. Plusieurs communicateurs venus de la sous-région et d'ailleurs apporteront leur contribution aux échanges sur ces deux thèmes. La survie de la majorité de nos populations repose sur l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et l'importance de celles-ci dans notre économie n'est plus à démontrer. Quant aux migrations internationales, elles constituent une opportunité pour les pays d'accueil et de départ, mais dans certaines circonstances, elles se muent en drame humain. Fort de ce constat, le présent symposium vient à point nommé, car je suis convaincu que grâce à l'esprit d'ouverture et de coopération dans le monde de la recherche, vos discussions durant ces 5 jours permettront d'orienter nos sociétés vers la résolution des problèmes communs dans l'intérêt de la préservation des ressources naturelles et vers une approche de gestion efficace et humaniste de la question migratoire. 5 conférences introductives, 3 tables rondes, 280 communications orales et 39 communications par affiche. C'est le menu de ce 3e symposium international sur la science et la technologie. Toute institution d'enseignement supérieur et de recherche qui se respecte se doit d'assurer une animation scientifique de dimension internationale. En effet, une animation scientifique de cette envergure est une ouverture qui est toute action nécessaire pour ne pas tomber dans l'autosatisfaction. Cela offre également une plateforme à la communauté scientifique, nationale et internationale, de se frotter à d'autres scientifiques, d'établir des partenariats, mais aussi de donner l'occasion pour établir de nouvelles partenariats, voire écrire ensemble de nouveaux projets de recherche et développement. Et cela donne aussi l'occasion de découvrir, de se faire découvrir par nos autorités politiques et nos décideurs pour lesquels nous travaillons tous les jours. L'un des objectifs stratégiques du Plan national de développement économique et social est d'assurer la promotion de la recherche et de l'innovation au service de la transformation structurelle de l'économie. Les résultats qui sortiront de ce symposium de 5 jours devraient donc contribuer à éclairer la décision politique et fournir des leviers pour le développement socio-économique du Burkina Faso. La gestion des centres d'éducation de base non formels, c'est aussi l'affaire des collectivités territoriales depuis la décentralisation enclenchée en 2006. Pour leur permettre d'être au diapason de cette mission, le ministère en charge de l'éducation nationale a organisé une formation sur le sujet au profit des maires de la région du plateau central à Zignari. Abdulaziz Sarré. C'est une formation des autorités communales sur la relance des centres d'éducation de base non formels au Burkina Faso. Initiée par le ministère en charge de l'éducation nationale, cette formation vise à permettre aux maires d'avoir une meilleure connaissance des structures éducatives de base non formelles en vue de leur prise en compte dans les plans communaux de développement. Qu'ils prennent en compte donc l'ENF en général et les centres d'éducation de base non formels qui sont les CBNF dans leurs plans communaux de développement. C'est possible parce qu'il y a certaines communes qui l'ont fait. Et quand on était à Bobo, nous avons rencontré les maires et après, j'allais dire à la fin donc de l'atelier, nous avons compris que c'est parce que ils ne savaient pas, les maires ne savaient pas qu'ils pouvaient inscrire en fait les activités de l'ENF, les activités des centres d'éducation de base non formels dans leurs plans communaux de développement. Chose que certains maires ont fait et ça a bien marché. Dans nos plans locaux de développement, c'est vrai que cette activité vient vraiment en aval, mais déjà en amont, on avait déjà prévu pas mal d'activités comme ça dans le sens du renforcement des capacités de nos enfants. Donc, c'est déjà pris en compte. Nous comptons peut-être à travers, avec l'aide de nos services techniques, voilà, à augmenter nos actions dans ce sens-là. Cette formation va permettre en outre de susciter une bonne implication des maires dans la gestion, l'autonomisation et la pérennisation des centres de formation déjà présents dans leurs communes. Et ces centres d'éducation de base ont des difficultés depuis la fermeture de ESCBNF et des difficultés de fonctionnement. Et nous disons que comme ce sont des structures qui sont déjà transférées donc, aux communes, il va de soi que nous approchons ces communes-là
pour étant des structures techniques pour que les accompagner dans la gestion, dans une très bonne prise en main de ces structures-là. Comme avant, ça n'était pas géré par la mairie, maintenant comme ça sera transféré par la mairie, ce qui est sûr, ça va marcher. Ça, on fait en tout cas, vraiment, c'est une bonne chose pour nos enfants, les filles, les garçons. Mais comme c'était géré comme ça n'a pas bien marché dans les communes. Mais maintenant, ce qui est sûr, quand ça sera géré par les communes, le maire sera quand même aussi appuyer ça et ça va marcher. Selon un rapport du ministère en charge de l'Éducation nationale, 41 centres d'éducation non formelle ont fonctionné l'année dernière grâce aux efforts des acteurs communaux et de la chaîne pédagogique. La direction de l'éducation non formelle les exhorte à plus d'engagement et à plus d'innovation dans la gestion des centres afin de les transformer en de véritables creusets de l'entrepreneuriat rural. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Merci de votre fidélité.